C'est Christophe Jassionnès de Spuy-Batignolles qui va nous parler de la panoplie de dispositions qui ont été prises sur le projet d'aménagement hydroélectrique de la Sarenne pour maîtriser la traversée de terrain potentiellement amiantifère. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je vais effectivement présenter ces adaptations techniques faites sur le tunnelier sur le chantier de la Sarenne. Je parle un peu au nom de mes collègues Adrien Hortz et Sandrine Nogaro qui étaient sur le site et qui ont mis en œuvre activement ces différentes méthodes. Alors, je vais vous rappeler brièvement le contexte réglementaire qui s'applique aux travaux en milieu potentiellement amiantifère. Un petit rappel aussi du contexte du chantier qui a déjà fait l'objet de plusieurs présentations, notamment à l'AFTES, donc je ne vais pas m'étendre. Les dispositions techniques particulières qui sont liées à ce risque et les choix de conception qui en ont découlé et les équipements de base, si j'ose dire, du TBM qui ont été préparés pour le démarrage, avec un focus sur les procédures de détection pour détecter ce risque en cours de travaux. Et enfin, la partie plus spécifiquement innovante qui a été mise en œuvre sur ce chantier. Alors, le contexte réglementaire, sans entrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle la sous-section 4 au titre du Code du travail, qui est donc les interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, avec un seuil de déclenchement qui est fixé donc à 10 fibres par litre sur les 8 heures de travail. À noter que le Code de la santé publique pour les lieux de vie fixe un seuil de vigilance à 5 fibres par litre, mais qu'on s'accorde à dire qu'il n'y a pas de seuil d'innocuité reconnu. Donc toute émission de fibres est potentiellement dangereuse. La réglementation, elle identifie 6 minéraux asbestiformes, donc susceptibles des minéraux amiantiformes, c'est-à-dire des fibres. Mais il existe aussi des minéraux qu'on appelle, qui sont issus de matériaux qui ont la même composition chimique, mais qui n'ont pas naturellement la forme de fibre, qu'on appelle les précurseurs, mais qui sont susceptibles de former des fibres quand on fait l'excavation. Et c'est ce qu'on inclut dans les particules minérales allongées. Donc, en présence de ces matériaux, il faut limiter absolument la dispersion de ces fibres dans l'atmosphère du tunnel. Et donc, l'entreprise doit mettre en place les mesures de protection collective pour éviter cette dispersion. Alors, le contexte du projet. Au niveau du projet, il avait été identifié un certain nombre de zones de failles, essentiellement, potentiellement amiantifères, parce qu'on sait que c'est dans ces zones, avec les circulations hydrothermales, que se forment ce type de minéraux. Donc, ces fibres ont été reconnues dans un certain nombre de sondages, donc le contexte était quand même bien connu. Ce qui avait été prévu, donc le chantier, quand même, pour en dire deux mots, c'est donc un creusement d'un ouvrage hydraulique avec un tunnelier roche dure sur 2300 mètres en montant. Et donc on traverse ces zones potentiellement, on traversait ces zones potentiellement amiantifères et il y avait plusieurs scénarios qui avaient été envisagés, gérés notamment par les bordereaux de pré-risque pour la rencontre de ces terrains, donc 11% probable, 5% optimiste et 22% pessimiste, avec donc lié à ça le passage en conditions de travail en sous-section 4. Donc les conditions de travail en sous-section 4, eh bien, ça applique un certain nombre de choses. Donc ce qui avait été prévu dès le départ, c'est un confinement de l'avant du tunnelier pour délimiter une zone propre, délimitée par des cloisons étanches. Dans cette zone SS4, le personnel est spécifiquement formé. Cette zone est en dépression grâce à une ventilation aspirante, donc dépression pour éviter la sortie des poussières. Il y a de la brumisation qui était prévue pour rabattre les fibres. Il y a un sas évidemment qui permet la sortie du personnel de l'entrée et la sortie du personnel de cette zone, avec tout ce qu'il faut pour décontaminer, et des EPI spécifiques pour dire clairement des scaphandres pour travailler dans cette zone. Au niveau de la détection,
C'est des mesures quotidiennes d'empoussièrement de l'air par un organisme accrédité. Donc, qui va réaliser des mesures d'ambiance en zone contaminée, donc sur des filtres spécifiques qui sont placés à des endroits divers pour détecter toute possibilité de passage de poussière, enfin de fibres, et des mesures sur opérateur. C'est accompagné d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses géologiques sur site, notamment sur des sondages à l'avancement. Et ces échantillons font l'objet d'analyses au microscope électronique par transmission par ce laboratoire agréé qui donc va reconnaître ou non la présence de ces fibres dans les poussières. Oui. Bien. Donc, au niveau du projet de l'offre, le tunnelier a été conçu comme ça, avec confinement de la zone à risque, donc zone dite contaminée, sur les 45 premiers mètres du tunnelier, ce qui permettait d'optimiser l'évacuation et rotation de personnel, puisqu'il y avait une partie des tâches qui étaient faites en dehors de cette zone, notamment. Et donc qui permettait aussi de ne pas avoir une décontamination complète du tunnelier en zone SS4 et même voire du tunnel, puisque les poussières, enfin les fibres sont susceptibles de se déplacer partout. Et donc ce qui permettait quand même une certaine flexibilité des opérations, puisqu'il y a un certain nombre de tâches donc, qui étaient faites en zone dite propre. Donc pour résumer, en zone contaminée, les deux processus principaux, c'est l'arrosage et la brumisation et l'aspiration-dépression. Dans le détail, il y a on avait prévu deux rideaux de brumisation, une à l'avant et une à l'entrée du sas, et donc et la ventilation aspirante. Sur le schéma, on voit aussi le lien avec les dispositions de sécurité qui sont spécifiques quand on a un sas. Excusez-moi. Le sas, donc la zone du sas, c'est le dépoussiérage. Donc à l'avant du sas, c'est la décontamination dans le sas. Donc le dépoussiéreur à filtre absolu, sur lequel donc vient l'aspiration, la ventilation aspirante. Le rideau de brumisation, dont j'ai parlé. Le passage quand même du marin qui passe à travers ce sas. Et donc tout ce qu'il faut dans le sas pour décontaminer le personnel, des douches, etc. Et à l'arrière, le local pour l'habillage, le repos de ces équipes. Et dans la zone non contaminée, donc tout le reste du tunnelier, c'est les tâches, les fonctions normales. Le poste de pilotage, excusez-moi, hop. En arrière, il doit être minuté. Le poste de pilotage, le caisson de secours, et puis tout ce qui est les servitudes, le prolongement de la bande transporteuse, etc. Donc ça, c'était fait en zone propre, classiquement. Un petit focus sur la ventilation. Donc ventilation double flux, donc gestion de la dépression. Arrivée d'air frais dans la zone contaminée à travers des grilles et des clapets, et surpression et mise en surpression de la zone propre. Donc, a priori, ça évite la circulation naturelle des fibres vers l'arrière. Focus sur la détection du risque. Donc, c'est ce qu'on appelle la mission normalisée A3. Donc, qui est assurée par l'entreprise, assistée du laboratoire accrédité. Donc, ce qui a nécessité l'installation d'un laboratoire de chantier équipé, microscope optique à lumière polarisée, alors que pas le microscope électronique, hein, c'est plus pour le laboratoire accrédité, bien sûr, loupe binoculaire, des holtes, enfin tout ce qu'il faut aussi pour mettre en sécurité, enfin pour protéger les opérateurs du laboratoire en présence de fibres. Même si des fois la géologue se promenait avec de l'amiante chez elle, mais enfin bon. Normalement, voilà, on fait attention. Donc la mobilisation d'un géologue et d'un laborantin est associée par des experts pour assister l'entreprise, donner un avis quand il y a un doute sur l'identification des minéraux.
Et en parallèle, le laboratoire COFRAC qui faisait, je dirais, les contrôles réglementaires, avec des délais éventuellement plus longs. Donc, c'est intéressant d'avoir le double contrôle. Donc, cette mission A3, c'était l'analyse permanente des cuttings des sondages à l'avancement, pour rechercher les précurseurs, comme je le disais, ou les fibres déjà formées, et l'observation continue des parements. Donc ça, effectivement, c'était des choses qui pouvaient être observées à l'œil nu quand c'est des véritables fibres formées. Et ce qui conduisait donc à adopter le mode de creusement, donc le passage en sous-section 4, en fonction de ce qui était détecté après avis du comité d'experts. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que dans la procédure globale de creusement en milieu amiantifère, il y a la nécessité de faire des chantiers tests à chaque fois qu'on change soit de mode de creusement, soit qu'on fasse une adaptation des procédures. On est obligé de faire un test pour détecter l'efficacité des mesures mises en place. Donc, le chantier test qui a été fait au départ, sur les premières dizaines de mètres, premières centaines de mètres, quand on a commencé à rentrer dans des zones potentiellement amiantifères, a montré qu'on avait quand même des émissions intermittentes de fibres d'amiante des deux côtés du sas. Alors ça, c'était lié au fait que dans ces roches, en fait, de nature d'amphibolite, il y a une dispersion en fait des zones avec soit des précurseurs, soit des fibres, ce qui n'était pas totalement prévu, enfin, qui n'avait pas été reconnu par les sondages, parce que les sondages étaient sur les zones de faille, on se doutait d'avoir des fibres, mais bon, là, il y avait une plus grande diffusion des zones de fibres. Ce qui a conduit donc à renforcer les contrôles d'empoussièrement, donc en suivant la procédure normale, l'usage des EPI spécifiques, ce qui conduisait à une forte réduction du temps de travail par rapport à une condition normale. On imagine que travailler en scaphandre, ça limite quand même pas mal la production, et puis les temps de repos sont plus importants. Donc, et en plus, avec une adaptation fréquente du passage du mode simple au mode SS4, et alternativement, qui nécessite quand même une certaine réorganisation à chaque fois du chantier. Cependant, le niveau d'empoussièrement, niveau 1 d'empoussièrement était respecté, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le niveau de protection requis. Donc le niveau 1, c'est donc entre 10 et 100 fibres par litre. Mais on a mesuré jusqu'à 21 fibres par litre sur opérateur. Alors, ne me dites pas comment on fait, parce que je n'ai pas bien compris comment mesurer les fibres sur les opérateurs. Mais bon. Ce dont on se doutait, c'est que finalement, toutes les mesures qu'on prenait pour humidifier le marin ne suffisaient pas complètement à éviter la dispersion. Ce qui a donc conduit à réfléchir à une innovation. Donc, sur lequel je vais m'étendre un peu plus. Alors, la fibre d'amiante est un composé hydrophobe, donc il n'y a pas elle ne se met pas en solution, enfin, ces fibres ne se mettent pas en solution dans l'eau, et même, finalement, la brumisation peut avoir comme effet de disperser les particules les plus fines, donc qui ne se mettent pas en suspension, qui restent en suspension. Donc, ce n'est pas forcément l'effet recherché. Alors, en se basant sur une étude du Polytech Turin, l'idée est venue d'utiliser un agent de conditionnement donc de type agent moussant, dont on vient de parler, rajouté à l'eau de floration afin de couvrir les matériaux issus de l'excavation. Et résultat de cet ajout, cette innovation, on a constaté qu'effectivement, il y avait plus de présence de fibres mesurables dans l'air ambiant du tunnel, quelle que soit la zone. Donc, on peut dire que le problème était résolu. Alors, pour rentrer dans le détail de la mise en œuvre de ce système, il y avait deux systèmes d'aspersion d'eau. Donc, le sprinklage du marin, le matériau, et les auréoles de brumisation qui servent à donc intervenir sur les particules qui sont déjà en suspension.
Alors, le sprinklage, il avait lieu directement sur la route coupe au niveau du front d'attaque, front de taille. Et donc pour avoir un marin qui était déjà fortement humidifié. Alors, c'est dans cette eau de sprinklage qui était rajouté avec un dosage de 1% l'agent moussant. Et enfin, il y avait un deuxième sprinklage au niveau du convoyeur intermédiaire au moment de la jetée de ce convoyeur sur le convoyeur arrière du tunnelier pour garantir une humidification, un enrobage homogène du marin. Je rappelle que c'est un tunnelier de mode roche dure, hein, donc tout est ouvert et voilà, sur les bancs de transporteurs, donc il y avait potentialité de dispersion de fibres au niveau du transport du marin également. Alors la brumisation, donc le système de brumisation, c'est produire un brouillage d'eau sous haute pression. Ce système, il a été amélioré d'un système par une société locale, amélioré d'un système de neige artificielle en fait. C'est des petits émetteurs donc, de brume qui sont petits, reliés par des tuyaux souples qui permettent d'être installés à peu près à n'importe où. Alors, le premier système de brumisation est installé à l'arrière du bouclier sur toute sa circonférence. Donc, il y a un petit schéma, on voit le brumisateur là, en clé et puis le rayon d'action des neufs sur le schéma en bas. Donc ça, c'est le premier, donc à l'arrière du petit bouclier du tunnelier ouvert. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est dans la zone, donc tout ça, c'est la zone dite contaminée. Hein, donc là-dessus, c'est là que le personnel qui intervient est susceptible de mettre en place le soutènement, qui heureusement a été assez rare. Et puis, il y a une deuxième rideau de brumisation à l'entrée du sas. Donc toujours avec le même dispositif de création de brume par ces petits émetteurs. Et pour finir, le tensioactif, c'est un polyphomère éco-100 produit par Mapei, qui a été ajouté donc à l'eau de foration de sprinklage, comme au niveau du sprinklage. Son fonctionnement, bon, il est biodégradable. Son fonctionnement, c'est comme tous ces agents moussants, je pense. Il y a un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Le pôle hydrophile va donc s'agglomérer sur les molécules d'eau pour former des bulles. Et ces bulles vont être, par le pôle hydrophobe, vont venir se coller sur les particules et donc empêcher leur dispersion dans l'air. Merci de votre attention. Merci Christophe.